Les dragons et les tieflins partagent un lien que peu de peuples comprennent vraiment. Un lien indirect, dangereux, souvent mal interprété. Là où les elfes et les nains ont affronté les dragons dans le monde matériel, les tieflins portent en eux la trace d'un autre type de relation, forgée dans les enfers, entre la domination draconique et la logique infernale. La première question qui se pose est simple. Existe-t-il des dragons dans les enfers? La réponse est oui. Mais leur présence y est tout sauf naturelle. Les enfers ne sont pas un territoire fait pour les dragons. Ils sont un système fermé, fondé sur la hiérarchie, le contrat et la soumission progressive. Or, les dragons sont des créatures de domination instinctive, pas d'obéissance négociée. Cette incompatibilité explique pourquoi les dragons infernaux sont rares, surveillés et presque toujours liés à des circonstances exceptionnelles. Parmi les 9 enfers, un seul plan tolère réellement la présence draconique, Avernus. Avernus est un champ de bataille permanent, une frontière instable entre l'ordre infernal et la guerre éternelle. Là où les autres couches reposent sur la bureaucratie et la manipulation, Avernus fonctionne par la force, la dissuasion et la destruction contrôlée. C'est précisément pour cette raison que certains dragons peuvent y exister, non comme citoyens infernaux, mais comme armes vivantes ou anomalies contenues. La figure centrale de cette tension reste Tiamat. Enchaînée à Avernus, elle incarne l'échec partiel des enfers à dominer la nature draconique. Tiamat n'est pas une diablesse. Elle n'obéit pas par loyauté, mais par contrainte cosmique. Sa présence est une blessure ouverte dans l'ordre infernal, un rappel constant que même les enfers ne contrôlent jamais totalement ce qu'ils cherchent à utiliser. Les dragons présents en enfer ne forment pas un groupe homogène. Certains sont des dragons capturés, enchaînés, utilisés comme instruments de guerre. D'autres sont des dragons volontairement descendus dans les enfers, attirés par la promesse de puissance, de feu éternel ou d'immortalité renforcée. D'autres encore ont été lentement altérés par l'énergie infernale, devenant des créatures hybrides, ni totalement dragons, ni pleinement infernales. Leur feu brûle différemment, leur souffle porte la marque du châtiment plutôt que celle de la destruction brute. Ces dragons ne servent pas l'enfer parfois, mais parce qu'ils ont été remodelés pour ne plus pouvoir exister ailleurs. Les enfers ont également tenté d'imiter les dragons. Il existe des diables à forme draconique, des entités infernales conçues pour reproduire l'effet psychologique de la domination draconique. Mais ces créatures ne sont que des copies imparfaites. Elles peuvent imposer la peur, mais pas le respect instinctif. Les archidiables savent que la véritable puissance draconique ne se fabrique pas. Elle ne peut qu'être contenue, temporairement. C'est dans cet espace de tension que les tieflins apparaissent. Les tieflins ne descendent pas des dragons, mais certaines lignées tieflines portent la trace de pactes anciens, conclus non pas directement avec des diables, mais avec des entités draconiques liées aux enfers. Ces pactes ont laissé des marques subtiles, une résistance au feu qui semble excessive, une présence dominante difficile à expliquer, une fascination instinctive pour l'or, le pouvoir ou la hiérarchie. Chez ces tieflins, l'héritage infernal se mêle à une résonance plus ancienne et plus brutale. Les dragons infernaux voient souvent les tieflins comme des vecteurs idéaux. Là où un dragon attire immédiatement l'attention des archidiables, un tieflin peut circuler, négocier, influencer. Certains dragons utilisent ainsi des lignées tieflines comme des relais, transmettant fragments de pouvoir, visions ou promesses en échange de culte, de service ou de silence. Ces relations ne sont jamais équilibrées. Elles sont conçues pour durer jusqu'au moment où le dragon n'a plus besoin de son intermédiaire. Mais cette relation n'est pas à sens unique. Les tieflins ne vénèrent pas les dragons comme des dieux. Beaucoup les perçoivent comme une alternative à l'ordre infernal strict. Là où un diable impose un contrat éternel, un dragon propose une domination plus directe, plus personnelle, parfois plus honnête dans sa brutalité. Certains tieflins font ce choix en connaissance de cause, préférant servir une puissance instable mais immense plutôt qu'une hiérarchie infernale étouffante. Les archidiables, eux, tolèrent mal cette dynamique. Un dragon libre en enfer est une anomalie dangereuse. Un dragon lié à une lignée tiefline devient un risque systémique. C'est pourquoi les dragons infernaux sont presque toujours surveillés, limités, isolés ou utilisés dans des contextes de guerre extrême. L'enfer ne cherche pas à coopérer avec les dragons. Il cherche à les empêcher de devenir incontrôlables. Pour les tieflins, croiser un dragon infernal revient souvent à se confronter à leur propre héritage. Tous deux portent une puissance qui n'est pas entièrement la leur. Tous deux sont prisonniers d'une réputation qui les précède. Mais là où le tieflin lutte souvent pour s'émanciper de ce qu'il est censé être, le dragon refuse cette idée même. Il embrasse sa nature. Il la revendique. Et c'est cette différence qui rend leur relation si instable, parfois violente, parfois fascinante. Ainsi, dragon et tieflin ne forment ni un peuple commun, ni une alliance durable. Ils se croisent dans les enfers, comme deux anomalies tolérées, mais jamais acceptées. Les dragons rappellent aux enfers que la domination peut exister sans contrat.
Les Tieflins rappellent aux dragons que même le feu le plus ancien peut être lié par des chaînes invisibles. Et tant que Avernus restera une terre de guerre, tant que Tiamat y sera enchaînée, et tant que les enfers tenteront d'imposer un ordre absolu sur des forces qui refusent d'être domestiquées, des Tieflins continueront de naître avec, dans le sang, l'écho d'un rugissement draconique mêlé au souffle du diable.